les conseils de mon frère plus âgé, qui avait séjourné quelques années plus tôt, je me suis fait inscrire pour un petit mois de vacances à Noisy. Au dire de mon frère, c'était le paradis sur terre. Et il avait raison. Ce furent des vacances inoubliables. Ma joie fut donc grande quand j'appris que je faisais partie des heureux élus. Ce n'était pas non plus si évident d'être autorisé à y aller. Pour pouvoir appartenir au petit groupe de privilégiés, il fallait avoir un brin de chance. Quand j'en parlais à l'école, tout le monde se montrait quelque peu jaloux de moi. Aller loger un mois dans un château n'était en effet pas à la portée de tout un chacun. J'allais donc faire partie d'un groupe de 100 vacanciers, qui se composait de jeunes filles flamandes et wallonnes ayant entre 6 et 14 ans, de jeunes garçons flamands et wallons de 12 ans, le tout encore complété par un groupe venu d'Italie, des jeunes garçons de 12 ans. Imaginez-vous, d'Italie. Pour nous, cela nous paraissait comme s'ils avaient dû traverser la moitié de la planète pour atteindre Noisy. Toutes et tous, nous étions des enfants de travailleurs des chemins de fer. J'avais pour ma part 9 ans et n'avais encore jamais quitté la maison. Le 1er juillet, mon père m'accompagna jusqu'à la gare de Bruxelles-Midi, le lieu de rassemblement de tous les participants belges. Les éducatrices nous y attendaient. Le voyage en train se poursuivait ensuite jusqu'à Sydney. Et de là, trajet en car pour la toute dernière étape de notre voyage. Soudain, le château face à nous. Alors que le car s'engageait dans l'allée qui se trouve devant le château, mon cœur s'est mis à battre plus rapidement. Je n'avais pas pu me l'imaginer aussi immense. Il me faisait une énorme impression. Et pas seulement cette fois-là. À chaque fois que nous revenions d'une excursion ou d'une promenade, la même sensation m'envahissait. Je trouvais le château d'une extrême beauté. C'était en 1960, à la fin janvier. Je venais d'avoir 12 ans. Ma mère m'accompagnait au bus pour nous rendre à la gare de Sydney, le point de départ, pour aller au home de Noisy que je ne connaissais pas. 2 taxis attendaient pour nous amener. 5 francophones, 5 néerlandophones. Les autres enfants, 50, étaient déjà sur place. En arrivant au château, on admirait un moment ce château magnifique. Nous étions alors séparés en 2 groupes. C'est une erreur qu'on a faite à ce moment car on aurait été bilingue aujourd'hui. J'ai eu d'autres vêtements. Les nôtres ont été mis de côté jusqu'à la fin du séjour. On a visité les lieux, les toilettes, les douches qui se trouvaient au sous-sol, un escalier tout en marbre pour aller au dortoir et un long couloir très éclairé, le réfectoire au rez-de-chaussée et une grande salle qui servait de classe pour tous les enfants. En juillet et août 1945, j'ai travaillé au château de Noisy avec un collègue pour remettre en état les installations électriques abîmées lors de l'occupation du château par l'armée américaine pendant la bataille des Ardennes. Toutes les pièces étaient éclairées à l'électricité et le grand escalier extérieur était illuminé par des candélabres encadrant la première marche. L'électricité était fournie par une petite centrale installée dans une annexe et équipée d'un moteur à gaz, d'une dynamo et d'une batterie d'accumulateurs. Une pompe électrique installée au bord du ruisseau coulant au fond de la vallée assurait l'alimentation en eau. Ces installations étaient toujours en place mais hors service en 1945. À cette époque, l'horloge à carillon de la tour principale fonctionnait toujours parfaitement. Son cadran a été renouvelé à l'identique, chiffres romains dorés à la feuille, cadran émaillé en noir dans le courant des années 60. À cette occasion, je suis allée à Noisy et j'ai pu constater que le beau mécanisme d'entraînement de l'horloge
était toujours en bon état. Étant donné l'état d'abandon dans lequel se trouve actuellement le château, je crains qu'il ne soit irrémédiablement abîmé. À l'époque, le château de Noisy était séparé en deux. D'un côté, les enfants des cheminots, et de l'autre, le comte et sa famille. Je me souviens avoir regardé par le trou de serrure du couloir du dortoir, le large couloir du côté du comte. Tout était bien ciré, magnifique. Une gouvernante en tablier blanc promenait régulièrement le petit enfant du comte dans le parc. En ce qui concerne la colonie, les enfants des cheminots étaient séparés en deux groupes, les Flamands et les Wallons. Du côté flamand, il y avait beaucoup plus de discipline que du côté wallon. Au réfectoire, de leur côté, on n'entendait pas une mouche voler. C'est au château de Noisy que j'ai découvert la télévision. Certains jours, on pouvait la regarder. Je me souviens ainsi avoir été émerveillée par une danse hongroise. À ce moment-là, j'avais vraiment envie d'être danseuse plus tard, mais avec mes parents, je n'ai pas pu réaliser ce rêve. Ma sœur m'a raconté qu'elle avait découvert la galette des rois à Noisy. Moi, je ne m'en souviens plus. Je me souviens aussi d'une visite au château de Vèves, qui à l'époque était presque en ruine. Nous courions dans toutes les pièces, et les surveillantes ont eu peur car il y avait un escalier en bois en très mauvais état. Séjourné après la guerre dans le château de Noisy, qui était géré par le chemin de fer belge. Nous y étions, mon frère et moi-même, ainsi que beaucoup d'enfants de mon âge dans les années 47-48. Nous y avions été envoyés comme pensionnaires suite à la mauvaise santé de nos parents. Je me rappelle du propriétaire, un grand monsieur avec une moustache, qui était souvent avec son garde-chasse et le curé du village. Celui-ci venait nous voir avec son vélo, mais je ne l'ai jamais vu rouler. Tous les soirs, nous avions le même repas, du gruau d'avoine. Ce que je pouvais en avoir marre. J'ai revu ce qui était pour moi un lieu inoubliable, où une ribambelle de gamins qui couraient dans tous les sens et qui s'en donnaient à cœur joie. Je me rappelle aussi d'une monitrice qui nous chantait, accompagnée de sa guitare, une chanson que je chante encore aujourd'hui. Les rares souvenirs que j'ai du château, c'est qu'il me semblait être magnifique de l'extérieur, avec ses grosses pierres aux moellons de couleur grise. À l'intérieur, il devait y avoir du parquet. Les places étaient hautes. Je revois vaguement la chambre tout en longueur, et comme on nous avait donné à chacun un numéro, moi je portais le 7. Quand je repense à ce numéro, cela me fait mal. À l'extérieur, en face du home, c'était ce que l'on appelait la grande plaine de jeu, avec, je ne suis plus très sûre, un terrain de basket. Côté gauche, il y avait une pièce d'eau dans laquelle je sais bien qu'on allait se baigner, mais en réalité, il me semble qu'il n'y avait pas plus que quelques centimètres d'eau. Et là, le terrain qui suivait descendait fort. De là aussi, on voyait le château de Vèves pas très loin. Il me semble me souvenir que l'on portait souvent des bottes aussi. Le dernier souvenir concerne la nourriture. Le mardi, je crois, on devait avoir comme goûter du fromage blanc. Je ne l'oublierai jamais, ça. J'adorais ce truc. Et maintenant que j'ai 58 ans, je n'ai jamais su en retrouver. C'est un peu comme de la maquée, mais c'est différent. Un peu moins épais, aussi un goût plus fin, je ne sais pas. C'est dingue de s'arrêter à de pareils détails, non? Un dernier détail, l'assistante sociale. C'était mademoiselle Gaillard, un peu sévère si je me souviens bien. Nous partions pour 2 mois qui étaient les bienvenus, car en raison de la guerre, la nourriture se faisait rare à cause du rationnement, et nous nous rendions là-bas pour nous refaire une santé. Arrivés à la gare de Gendroncel, nos valises furent prises et chargées dans une camionnette, tandis que nous nous dirigions vers le château de Noisy à pied. En cours de route, nous avions déjà remarqué un château, mais il nous semblait si haut par rapport à la route. De ce fait, j'ai été bien content que ce ne soit pas le château de Noisy, mais plutôt celui de Vèves, ce que je suis par après. Après une longue marche, nous sommes arrivés à ce magnifique château, enfin pour moi, qui n'avais encore rien vu d'aussi grand et d'aussi beau.
Nous fûmes répartis en plusieurs chambrées. Je logeais au premier étage, tandis que les propriétaires occupaient une grande partie du rez-de-chaussée, selon mes souvenirs. Nous pouvions jouer dans le parc, qui m'a semblé immense pour moi, gamin de la ville. Question nourriture, il n'y avait pas de problème. Matin, midi, goûter et soir, nous mangions à notre faim. Un jour, il y a eu une petite épidémie de rayons et les enfants atteints furent mis en quarantaine. Ces enfants-là étaient encore plus gâtés que ceux qui n'étaient pas malades. Dessert plus riche, raisin. Je ne sais pas comment je fus au courant de cela, mais j'ai demandé la visite du médecin en me plaignant du mal d'oreille. Et j'ai dû aller en haut, ce que je cherchais. Je n'avais évidemment pas plus mal aux oreilles que vous, mais je me reposais, je mangeais bien. Nous étions choyés, nous pouvions lire les bandes dessinées de l'époque. À la fin du mois de juillet, en compagnie de quelques autres, nous avons été renvoyés chez nos parents. Je n'ai jamais bien su pourquoi. Peut-être le médecin s'est-il rendu compte que j'étais un carottier, ou bien fallait-il faire de la place à d'autres enfants, dont le père était plus haut placé que le mien. Il était machiniste. Je ne sais toujours pas. Toujours est-il que le premier repas que j'ai pris à la maison était un morceau de saucisse et des fèves, car à cette époque, nous n'avions pas encore de pommes de terre. La belle vie et la bonne table, c'était bien fini. Bien vite, je partage leur joie, leur enthousiasme, leur entrain. Je suis leur monitrice dans certains jeux, leur camarade dans d'autres. Je suis à la fois la grande sœur à qui on confie ses petits secrets et l'aînée qui ne comprend pas toujours facilement. Quelle vie exaltante de pouvoir accompagner ces petits êtres heureux, d'assister à leurs multiples et diverses compétitions sportives, de voir avec quelle adresse et habileté ils s'acquittent de leurs travaux manuels. Il n'est pas étonnant qu'après un mois de séjour riche de jeux, de promenades, de feux de camp et d'excursions, enfants et monitrices aient appris à s'aimer. C'est si facile de s'attacher à des gosses heureux. Un jour, mes frères et moi avions reçu un grand colis rempli de sucreries. C'était un cadeau pour la naissance de notre petite sœur, la communion de nos 2 grands frères, ainsi que pour le baptême. À contre-cœur, nous avions dû les partager à nos camarades. Je suis née dans une famille nombreuse. J'avais l'habitude de partager, mais là, je n'étais pas d'accord, car c'était notre cadeau. Cela m'avait beaucoup marqué, ainsi que mes 2 frères. Un soir, lorsque nous étions au lit, nous avions été appelés tous les 3 dans l'appartement de la directrice. Nous avions eu le privilège, sous la surveillance de mademoiselle Lecomte, de parler au téléphone avec notre maman, alors qu'il était interdit aux parents de joindre leur enfant par téléphone. Il faut dire aussi qu'il était convenu entre mes parents et la direction que nous puissions assister à la fête de communion de nos frères. Mais à cause d'un défaut d'assurance, mademoiselle Lecomte avait refusé de nous laisser partir. En 3 mois, il y avait une seule visite de parents. Nous les attendions tous dans le grand hall d'entrée, à épier par la fenêtre l'arrivée du car. C'était triste pour les enfants qui n'avaient pas de visite. Et le soir, lorsque les parents étaient repartis, c'était difficile. Les plus jeunes pleuraient. Toutes les friandises reçues étaient reprises pour être redistribuées pour tout le monde. Nous rencontrions souvent M. Fusain, le garde-chasse, toujours habillé en costume en velours côtelé vert kaki, un chapeau de chasseur avec le bord arrière relevé vers le haut et une petite plume sur le côté, son fusil sur l'épaule et chiquant du tabac. Il était gentil et nous racontait souvent des histoires. Le dimanche matin, nous descendions à pied à Celles. Nous avions notre place réservée au cœur de l'église, à droite de l'autel. Le comte et sa famille y avaient aussi leur place réservée.